Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eli Battlefield Smith est un Camerounais francophone, mais journaliste d'expression anglaise. On peut dire que c'est l'exemple même de l'intégration nationale. Ces dernières années, il suit de près la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au point d'en être aujourd'hui l'un des acteurs. En tant que porte-parole de la All General Conference, Eli est au cœur des discussions entre les partis en conflit dans les régions anglophones. Certains disent de lui qu'il épouse la cause séparatiste tout en restant modéré. De retour d'un séjour aux États-Unis, il a échangé avec des leaders sécessionnistes, entre autres, sur d'éventuelles voies de sortie de crise en vue d'un retour à la sérénité. L'échange de ce soir intervient au moment où l'ONG, l'organisation non gouvernementale Amnesty International, a publié un rapport dans lequel il a condamné aussi bien l'armée camerounaise que les civils armés. Le dit rapport fait l'objet d'une forte désapprobation des pouvoirs publics, dont le ministre de la Communication et le ministre de l'administration territoriale sont montés au créneau pour dénoncer les conclusions. Nous parlerons évidemment de tout cela avec notre hôte et peut-être aussi, le temps le permet, de politique intérieure et de politique internationale. Vous le savez, par exemple, l'Algérie et Bouteflika, c'est des sujets dont notre hôte a une certaine passion. Eli Smith, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. C'est un plaisir de m'avoir invité aujourd'hui. Dans le fauteuil rouge. Dans le fauteuil rouge. Parce que d'habitude, évidemment, on fait beaucoup de débats avec cartes sur table, mais il faut dire que, évidemment, on va être plus explicite, plus compréhensif, moins passionné certainement ce soir, pour une meilleure compréhension des enjeux. Mais peut-être avant de parler de tout cela, en quelques mots, on va peut-être refaire votre parcours. Je l'ai dit, vous êtes l'exemple même de l'intégration nationale. Vous êtes né à Penja, dans le Mungo, région du littoral. Vous êtes de Yabassi, dans le Nkam, région du littoral. Et pourtant, vous avez grandi au Nigeria, dans la zone anglophone. Vous avez fait des études presque entièrement en anglais. Eli, je le dis, c'est vraiment l'exemple de l'intégrité nationale dont on parle tous les jours au Cameroun. C'est-à-dire peut-être qu'au cœur de ces questions-là, vous aurez peut-être la réponse juste, l'attitude, quelqu'un qui connaît bien le mécanisme francophone et anglophone pour essayer de décrypter l'actualité autour de cette crise-là. Oui, en fait, je suis anglophone parce que selon ce que le docteur Mounzou, on a publié le 25 juillet, on décrit les critères de qui est anglophone. Il y a les néo-anglophones et puis les anglophones. Donc si vous êtes les parents qui sont nés là-bas ou qui sont arrivés avant 1961, ils sont considérés comme anglophones. Mais au-delà de cela, moi j'ai un esprit panafricaniste parce que je me sens que je suis partout en Afrique. Et puis les batailles que j'ai toujours défendues, c'est des batailles qui ne regardent même pas le fait d'être anglophone. Par exemple, pour l'indépendance du Sud-Soudan, j'en ai fait beaucoup de reportages au Sud-Soudan, j'en ai eu beaucoup de sympathie avec les leaders sud-soudanais, comme John Garang avant qu'il ne décède. Parce que moi j'aime les causes parce que en tant que chrétien, il faut toujours défendre les faibles. Donc ce que je fais avec la zone anglophone, c'est une passion, comme j'ai fait aussi dans le pool au Congo-Brazzaville, ou les gens de l'Est de la République démocratique du Congo, ou les Kabindais, parce que il y a deux concepts sur le truc international qui se... vous savez, dans la charte de l'Union africaine et de l'ONU, il y a le droit à l'autodétermination et il y a aussi le droit à la souveraineté. Ce sont deux concepts qui chevauchent. Mais en ce qui concerne le Cameroun, je suis un patriote camerounais. Et dans l'histoire du Cameroun anglophone, le père du nationalisme anglophone n'est pas quelqu'un qui est peut-être natif de là-bas. C'est un Djabeakoum Dibongé qui venait pas loin d'ici, mais qui était qui était du Cameroun Allemagne, qui après travaillé au Nigeria, un peu le même parcours. Donc ça veut dire que nous sommes tous les Camerounais, mais j'ai toujours dit, je suis constant, ce que j'ai dit ici dans les 3 années qui succèdent est que si vous avez 2 enfants, un enfant grandit en France et l'autre grandit au Cameroun,
30 ans plus tard, ils auront deux visions du monde et ces visions-là, on doit la respecter. C'est ce qui se passe au Cameroun et les gens doivent respecter. Et voilà pourquoi, bec et ongle, je défends cette cause anglophone qui est une cause juste. Pourquoi? Parce que le Cameroun moderne a été créé en 61. Voilà pourquoi je suis venu avec la vraie constitution. Alors, avant de refaire avec la vraie constitution, oui. Il n'y en a pas de fausse. La constitution fondamentale. Je voudrais, peut-être avant d'arriver dans le cœur même du débat, qu'on s'imprègne de votre parcours. C'est important pour la suite. De l'émission, qu'on fasse connaissance de l'homme. Et puis, on va évoquer tout cela. Alors, vous avez travaillé comme journaliste à Bloomberg. Je travaille toujours à Bloomberg. D'accord. Vous étiez à la CRTV. Oui, comme stagiaire. À 3A Télé Sud. Oui, je travaille là. À RFI. Oui, oui, service anglais. À CFI. Oui. À France 24. Oui, dès le début. Vous étiez directeur des études et de la planification de MNTV et directeur général de MNCOM, un groupe multimédia privé au Congo. Oui, exactement. Vous recevez d'ailleurs l'Oscar du meilleur reportage en 2013. Hein. Un véritable globe-trotteur, je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer cette instabilité Non, l'instabilité est que j'étais en France. D'accord. Et puis, je suis très ami au président Denis Sassou Nguesso jusqu'aujourd'hui. Et son grand frère voulait créer un groupe de presse, MNCOM. Il y avait 2 télévisions, 2 radios, une imprimerie, un journal. Et il m'a appelé que, parce que, vous savez, il y a un proverbe burkinabé qui dit, peut-être vous n'aimez pas le lièvre, mais vous ne pouvez pas refuser qu'elle court vite. Ouais. Ce qui est bien avec le président Denis Sassou Nguesso est que il connaît connaître les talents et que s'il voit que vous êtes compétent, il vous prend. Et puis il aime les gens qui connaissent l'histoire. Et comme moi, je m'y connais un peu, donc voilà pourquoi nous sommes venus avec Maurice Nguesso pour créer MNCOM, là où j'étais directeur des études de la planification du groupe et puis directeur général du groupe de la télévision jusqu'à on m'a expulsé. Oui, vous avez été expulsé du Congo, vous êtes parti pour revenir au Cameroun. Alors, à partir de quel moment vous vous intéressez de près à la cause anglophone? Oui, à la question anglophone, ou alors aux anglophones, si vous voulez, aux revendications qu'ils posent sur la table. Non, depuis longtemps, en particulier, j'ai un grand frère, peut-être que tu connais, il s'appelle Aboya Manassé. Ah, bien sûr. Oui. Le professeur Manassé. Le professeur Manassé. C'est l'un des autorités sur la cause anglophone. Parce que quand j'étais à Paris, il venait, il écrivait dans Le Monde. Parce que lui, au moins, contrairement aux autres, il a rencontré tout le who is who dans le monde nationaliste anglophone. Et il a écrit dessus. Et c'est ça aussi qui a fait que je me suis tellement intéressé. Je me suis dit, ben, si lui peut s'intéresser, pourquoi moi? Parce qu'il a rencontré les Albert Mokong, et bon, à l'Obouédé, ceux qui ont déclaré la première indépendance à la radio Boya en 97, un peu le who is who. Et puis deuxièmement, l'autre chose qui m'a fait, c'est un problème d'injustice. Parce que je me suis dit, quand vous avez un peuple, qu'on ne veut pas respecter leurs droits, il faut quand même s'intéresser. Et je me rappelle en 2003 ou 2006, j'avais écrit un article que ça me fait un peu mal, c'est comme une fiction qui devient une réalité, où je disais qu'on aura une certaine zaïrianisation du Cameroun. C'est-à-dire zaïrianisation, ça veut dire à l'époque de Mobutu, et à la fin, avant 97, avant qu'il soit chassé par l'AFDL, vous avez vu que la République démocratique du Congo est devenue un peu en morceaux. Donc c'est ce que j'ai pensé et c'est ce qui se réalise. Et puis moi je me suis toujours dit, je regarde l'histoire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que beaucoup de pays qui ont eu cette fracture, comme le Somalie, parce que le Somalie est devenu Somalie en 61 quand il y a eu le Somaliland britannique et Somalia italiana, et puis le cas du Soudan, le cas de l'Éthiopie. Et puis moi je me suis dit, ça peut se passer chez nous, mais dans tous ces cas de chèque de l'Union, toutes les causes de toutes ces unions, que ce soit en Somalie, en Érythrée
et l'Éthiopie ou au Soudan, c'est tout simplement parce que c'est un refus de respecter la loi fondamentale. Mais par contre, parce qu'il ne faut pas toujours prendre ce qui ne marche pas, c'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens de faire un tour à Dodoma, parce que Dodoma, c'est la capitale de la Tanzanie. Quand les Karume et les Julius Nyerere se sont unifiés pour créer la République unie de Tanzanie, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'imitation, oui, parce qu'aucune œuvre humaine ici-bas est parfait. Quand vous arrivez à Stone Town, c'est la capitale de Zanzibar, ils ont leur assemblée, ils ont leur président, ils ont une équipe nationale. Donc voilà les choses qui ont fait que je m'intéresse, parce que je voudrais que le Cameroun soit un grand pays, que parmi les 10 grandes économies africaines qu'on trouve le Cameroun, que le Cameroun ne joue pas dans le camp des gens qui ont raté. Mais... Alors vous, que dites-vous de l'histoire de nos frères anglophones depuis 61, dans sa progression jusqu'à la crise aujourd'hui? Comment vous l'interprétez? Mon interprétation est que ça n'a pas bien marché. Ils ont été, comme j'ai toujours dit une fois, abusés. Mais c'est une œuvre humaine, on peut toujours la arranger, parce que ça me fait mal, parce que beaucoup des anglophones ont opté pour l'unification, étaient très patriotiques. Mais la majorité de ces individus qui ont pris du temps pour cette unification, à la fin, ont été abusés. Les Bernard Follon, les Albert Moukong lui-même, même Djabéa Dibongé, qui sont les gens qui ont créé la KNUC avant qu'elle ait devenu KNC, que Indeli était à la tête de cela. Donc, eux tous ont été abusés, tout simplement parce que de l'autre côté, de l'autre côté, les gens ont cru que, bon, écoutez, ils sont venus avec nous, nous on peut faire ce qu'on veut. Mais ça n'a pas marché. Voilà pourquoi on a le problème qu'on a aujourd'hui et qu'on doit essayer en tant qu'Africains, parce que moi j'estime qu'en tant qu'Africains, nos problèmes doivent être résolus par nous. Et voilà, donc c'est une histoire de déception qui se traduit en ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. À titre personnel, êtes-vous conscient que certains vous classent comme étant séparatistes, sécessionnistes? Comment est-ce que vous gérez cela? Moi, ça ne me dit absolument rien, parce que ce n'est pas vrai. Okay. Je ne suis pas séparatiste ou sécessionniste, je défends la légalité. La légalité et la vérité est que les anglophones, aujourd'hui, demain et jusqu'à la mort, ont raison. Non. Et je veux vous dire, ils ont raison. Donc maintenant, venez dire aux gens la vérité. Et venir, comme je dis, tu viens avec la Constitution pour montrer que voilà la cause des problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que la cause de ce que nous avions ici au Cameroun est que c'est l'infidélité avec la loi fondamentale qui a créé le Cameroun en 61. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On peut raconter tout ce que nous voulions aujourd'hui. On peut faire comme des autres. Vous commencez à dire que bon, on était des Allemands, un truc comme ça. Non, aucun anglophone n'a déjà refusé qu'on était Cameroun allemand. La preuve en est que eux, ils ont eu ces grands attachements vis-à-vis du Cameroun allemand, avec tous les partis qu'ils ont eu, KUNC, KNDP, KNC, KPP. Donc, alors quand vous dites que vous avez raison, ils ont raison, les anglophones, ils ont raison de quoi? Ils ont raison de se fâcher. Vous n'avez pas lu la dernière parution de The Post, quand elle était au camp et en train de parler. Ils ont raison parce que ce qui les est apporté ensemble n'est pas respecté. Et tout le monde qui dit le contraire, je voudrais qu'il veuille me montrer le contraire, que non, tout est respecté. D'abord, premièrement, la loi, l'article 47 de cette Constitution. Vous pouvez regarder. Parce que vous savez, quand vous voulez faire des arguments, il faut avoir les preuves de ce que vous dites. C'était bien écrit que la forme de l'État
fédérale de l'époque ne doit pas être touchée. Elle a été touchée. Donc, depuis ce jour, on a le problème qu'on a aujourd'hui. Et dire cela, est-ce que c'est synonyme d'être sécessionniste ou ambazonien? Non, ce n'est que dire la vérité. Et pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que la vérité vous affranchira. Donc moi, je me dis que la vérité. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés du cardinal Christian Thomy, dans le cadre de la All General Conference. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce que c'est que cette institution, comment est-ce qu'elle est structurée, qui sont les acteurs autour, comment ça fonctionne, quels sont les objectifs, où en êtes-vous avec les démarches aujourd'hui? Oui, pour les démarches que nous sommes... Commençons peut-être par la structuration. La structuration. Comment est-ce qu'elle est organisée, comment est-ce qu'elle est structurée? Elle est organisée parce qu'il y a eu une initiative du cardinal Thomy avec les autres responsables de l'église, l'imam de Boya, l'imam de Bamenda, le président exécutif de Cameroon Baptist Convention, Reverend Dr. Chiato Godwill, le modérateur de la Presbyterian Church, Funky Foba, dont il s'asseye. Elle a été créée tout simplement parce que les 16 hommes de Dieu ont vu que les professionnels en la matière, nous n'avions pas besoin d'être diplômés de Stanford ou de Harvard, de savoir qu'ils ont échoué. Donc dans cette optique, ils doivent amener une touche religieuse. La touche religieuse veut dire que apporter la vérité et aussi apporter l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la tolérance. Même s'il faut peut-être dire que les pouvoirs publics, à un moment donné, ont soupçonné tout au moins l'Église catholique en région anglophone, d'être relativement passive vis-à-vis des revendications d'un certain nombre de séparatistes. On a souvent d'ailleurs accusé de complicité ces hommes de Dieu-là, dans certains cas. Non, c'est un peu de la mauvaise foi ou de la naïveté. Il y a la doctrine sociétale de l'Église catholique. Un prêtre ne peut pas être dans une localité et de ignorer ce qui se passe. Et ce que les prêtres ou les hommes d'église dans les zones anglophones ont fait, c'est seulement la vérité que Dieu les demande de dire. Ça veut dire que refléter la réalité qui est sur le terrain. Moi, j'y étais récemment, de Bamenda jusqu'à Kumbo. C'est un spectacle de désolation, monsieur Dipita. Et si donc un homme de Dieu le dit, est-ce que ça veut dire qu'il soutient le faux? Il est en train de dire la vérité. Et la vérité, si on avait des gens qui écoutaient, ça va aider que les gens comprennent ce qui se passe. Il faudra que les gens, quand vous vivez à Douala, monsieur Dipita, venez un peu à Bolé, dans le sud-ouest. Venez à Kembon. Venez à Manfé. Venez à Kumbo. Comme aujourd'hui, à Melouf, pour voir ce qui se passe. Et quand vous saurez, vous n'auriez plus cette vision réductive, une narration préparée par des officines pour faire croire aux gens la réalité. Non, les hommes d'église de ces zones anglophones ne pactisent pas avec les indépendantistes, ne sont pas des séparatistes, disent uniquement la vérité. Et c'est ça. Et quand on ment, quand on refuse d'affronter la réalité, on est là où nous sommes aujourd'hui. Docteur Samuel Munzo, qui était avec vous, a dû jeter l'éponge. Hein? Oui. Dit-il, il craignait pour sa vie? Exactement. Parce que parmi les ambazoniens ou les indépendantistes, il y a des extrémistes qui attaquaient le docteur Simon Munzo. Et vous savez, tout le monde n'a pas le courage de résister face à cette férocité d'intolérance que Dr Munzo a subi. Vous savez, quand les gens appellent votre famille ou sur les réseaux sociaux, on met une croix sur votre tête, ça fait quand même peur. Monsieur Munzo, c'est quelqu'un de brillant, c'est un patriote,
c'est un panafricaniste, il aime son pays, il aime la cause anglophone. Et M. Mounzou n'avait n'a commis aucun crime. Mais bon, il a été victime de l'intolérance, c'est la nature humaine. Alors, dans le cadre donc de cette structure, dont vous dites que l'essentiel, la mission essentielle était d'essayer de rapprocher les partis pour envisager une issue, vous avez effectivement voulu organiser des assises, faire asseoir les partis pour essayer d'échanger. Où en êtes-vous avec ce projet aujourd'hui? Oui, avant ça, il faut dire le problème, quand on a dit on veut amener, parce que nous avions voulu, et voilà ce que nous voulions toujours, que tous les anglophones se réunissent. Ça ne voudrait pas dire que nous ne savions pas la cause du problème, mais c'est bien que c'est eux-mêmes qui disent, parce que les gens nous reprochent que il y a eu en 93 le All Anglophone Conference. Absolument. Pourquoi organiser la Anglophone General Conference encore? Mais on se dit que en 20 ans ou 23, 24 ans, beaucoup de choses ont changé. Donc, que les gens viennent dire ce qui est le problème actuel qui mine leur région et ils font des propositions. Et nous prenons ça pour remettre au pouvoir, donc au président de la République, qu'il fasse ce qu'il veut faire avec. Et puis notre mission est finie. Voilà ce que nous voulions faire. Bon, nous comprenons que beaucoup de gens nous ont taxés. Il y a des gens, je ne vais pas donner les noms, que bon, quand on va se réunir, on va déclarer, comment on appelle, l'indépendance, qui est archi faux. Ce n'est pas connaître qui est Fonky Foba, qui est Aboubakar Mohamed, ou l'imam de Bamenda, ou le Chiato, ou le cardinal Toumi. Le cardinal Toumi n'est pas quelqu'un qui change. Il nous dit tout. Peut-être il vous a déjà dit ça. Il a voté pour l'unification quand il avait 31 ans. Il a appris le français quand il avait 39 ans. Vous croyez que c'est un monsieur qui change comme une girouette? Non. Le problème, c'est que c'est un monsieur qui veut résoudre le problème. Et actuellement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de, depuis le 12 janvier, quand on a eu la réunion à Bamenda, nous avions décidé qu'il faut faire encore des consultations, comment on dit en anglais, consolidées, donc plus approfondies. Et ces consultations, nous avions vu que c'est bien aussi de consulter tous les acteurs politiques camerounaises, dont les leaders des partis politiques et de la société civile qui sont à l'Assemblée nationale et la société civile, et puis la diaspora, parce que on ne peut pas résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest sans prendre en compte la réalité ou le point de vue de la diaspora. Voilà la raison pour laquelle moi et le révérend Godwill Chiato, nous sommes allés en Europe et aux États-Unis pour rencontrer nos frères et nos sœurs. Mais avant d'évoquer cela, quels sont les leaders sur le plan national que vous avez rencontrés, avec qui vous avez discuté, et quelles sont les conclusions des échanges que vous avez eus avec ceux-là? Non, on a d'abord voulu que, après ça, on va d'abord à l'étranger et on va revenir ici. D'accord. Et ici, nous allons rencontrer les leaders qui sont... Vous avez commencé par l'étranger? Oui, oui. Vous étiez en Europe et aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, oui. Alors, en Europe, vous rencontrez qui? En Europe, on a rencontré deux groupes. D'abord, on est allé en Allemagne. On a rencontré le Southern Cameroonian Community of Germany, qui est dirigé par un certain Eric Fon. Ils sont des indépendantistes. C'est leur droit. Ils ont le droit de demander l'indépendance, mais nous avions discuté, nous avions pris leur point de vue. Et aussi à côté, on a rencontré la Cameroonian Civil Engagement in Germany. C'est à Hamburg. C'est dirigé par un certain Stéphane Yassi. Et elle est un peu hétérogène. Vous trouvez des fédéralistes anglophones et des indépendantistes anglophones, les membres des partis politiques. Nous avions discuté avec eux parce que le Civil Engagement in Germany, c'est un peu un laboratoire de ce que nous voulions que le Cameroun soit.
que tous les points de vue s'expriment dans la paix. Et puis tous ont exprimé le vœu de vouloir qu'il y ait un dialogue là-bas en Europe. Un dialogue dans l'unité. Un dialogue, mais vous savez, quand vous voulez faire un dialogue, ça doit être ouvert. Toutes les options doivent être sur la table. Et après ça, on était aux États-Unis, où là-bas, c'est là où il y a des durs. Et là aussi, j'étais d'abord personnellement surpris de voir que, contrairement à ce que nous croyons, c'est des gens, et des hommes et des femmes, qui ont, comme j'ai dit tantôt, la tête sur les épaules, qui sont peinés par ce qui se passe sur le terrain et qui veulent le dialogue. Et qui, et bien sûr, eux aussi, ils sont pour ce qu'ils appellent la restauration. Et nous les avions dit... La restauration, c'est-à-dire? Quand une restauration, c'est la restauration de l'État de la British Southern Cameroon. C'est leur droit. Mais le problème que parmi eux, vous aviez les gens qui étaient des fanatiques, par exemple, de l'équipe nationale du Cameroun, qui étaient vraiment des gens qui aimaient le Cameroun. La question que nous devions nous poser est que pourquoi se fait-il que des individus comme ça ont changé? C'est la même chose que vous devez poser la question à un homme comme Albert Woma Mukong. Vous devez poser la question à M. Gorgi Dinka et toutes les autres personnes. Aux États-Unis, c'est bien la conférence du Sud-Cameroun. Oui, il y en a, oui. Quelle est la différence entre conférence du Sud-Cameroun et la All General Conference? La différence, c'est que la Anglophone General Conference, c'est une conférence que nous voulions que ça se tienne au Cameroun, qui est inclusif. Et que nous ne prenons pas une décision. Nous collectons des propositions et nous remettons au président de la République, parce que c'est le président de la République qui est Paul Biya, et que il peut organiser une conférence pour résoudre le problème, parce que vous ne pouviez pas résoudre le problème anglophone d'une manière isolée. Vous deviez prendre ça d'une manière globale. C'est dans un ensemble global que vous pouviez voir comment résoudre le problème. Bon, maintenant, la Southern Cameroon Conference, qui vient de se tenir à Washington, c'était une conférence pour d'abord unifier les différents leaders indépendantistes, afin que si un jour il y a une certaine dialogue ou négociation, qu'il y a une certaine plateforme commune, eux tous œuvrent pour la paix, eux tous veulent une solution, mais chacun à là où il regarde, mais c'est ça qui est important. Donc voilà la différence qui est entre nous, et puis nous sommes ouverts à toute proposition. Est-ce que tous ces mouvements-là ont à un certain moment eu par exemple des contacts, des échanges avec les représentants des pouvoirs publics de l'État, du gouvernement, pour peut-être essayer de comprendre et voir s'il peut y avoir une approche dans les points de vue en vue d'une solution pacifique? Ça, je ne peux pas répondre. Cet aspect, je pense que c'est les gens du gouvernement qui peuvent... Non, vous les avez rencontrés. Oui, vous dites Oui, je veux dire, vous avez rencontré des gens en Allemagne, vous avez rencontré des gens aux États-Unis. Vous demandez pour savoir si les gens du gouvernement, on les a rencontrés. Si le gouvernement et ces gens, à un certain moment, même si c'est de façon non officielle, est-ce qu'ils ont des contacts? Est-ce qu'ils en ont eu? Est-ce qu'ils ont au moins discuté des points de vue de ce qui les sépare en termes de points de vue? Non, pour le moment, selon ce qu'ils nous ont dit, non, il n'y a jamais eu de contact. Il n'y a pas eu de contact parce que vous avez deux individus qui sont arrogants, qui sont campés sur leur position. C'est ça le problème. Et vous avez deux groupes de personnes qui ont vendu ou fait croire aux choses qui sont irréalisables. Donc c'est ça que je crois que c'est difficile. Et comme j'ai toujours dit, en ce qui concerne la résolution d'un problème national, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Donc les arrogances dans les deux camps, c'est des choses qu'on doit un peu laisser dissiper et discuter. Nous on trouve que c'est important, qu'il faudra que un jour les gens s'asseyent quelque part, ils discutent, parce que
ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est... Alors, que pense-t-il de cette position gouvernementale? Et d'ailleurs, le chef de l'État, Paul Biya, l'a plus d'une fois rappelé. Oui au dialogue, à condition, un, de déposer les armes, et que ceux qui ont été auteurs de crimes en répondent devant les juridictions compétentes, et tout ceci dans l'unité. Bon, la position du chef de l'État pour eux, ils trouvent que c'est un peu malheureux que le chef de l'État dise que, bon, pour discuter, il faut que vous déposez les armes. Mais je trouve aussi que je ne sais pas si le gouvernement a fait un effort, parce que c'est aussi, vous savez, dans une négociation, est-ce que le gouvernement en a fait? Parce que il ne suffit pas de dire que déposer les armes et on va discuter. Il faut peut-être créer, comment on dit, un espace, le cadre. Est-ce que le problème ne vient pas de ce que les conditions que eux ils posent, je veux dire, ils ne sont pas prêts à rentrer dans la discussion, parce qu'en même temps, je veux dire que vraiment, c'est vraiment l'histoire récente, on l'a dit, on l'a redit, on l'a trédit, je me permets ce mot. Depuis 2016, on l'a vu dès le départ, c'était des enseignants et des avocats. Leur gouvernement a apporté des réponses aux enseignants et aux avocats. Maintenant, il y a eu derrière des revendications politiques. Et à l'analyse, c'est cela qui coince. Parce qu'effectivement, il y en a qui pensent qu'il y a des questions prioritaires dont on devrait discuter. Et le gouvernement dit pas de discussion autour, par exemple, de la sécession. Si vous voulez qu'on parle, commençons à être d'accord qu'on est unitaire. Ensuite, on dépose les armes, puisqu'on ne peut pas parler ce serait un dialogue de sourds. On ne peut pas parler chacun avec un PA au bout du doigt. Et troisièmement, il y a des gens qui ont été victimes, il y a des bourreaux, il faut bien que ça se règle. Est-ce que justement la démarche de ceux qui sont en face n'est pas tout aussi radicale que ce qu'ils soupçonnent d'être en face de l'autre côté? Non, la première chose est que vous dites que les revendications ont été résolues. Mais je me rappelle que le Premier ministre était ici dernièrement, les avocats sont venus le voir pour dire que vous avez toujours les magistrats de la civil law qu'on envoie toujours dans la common law. Donc, est-ce qu'elle a été résolue? Je ne pense pas. Le problème, la réalité de ce problème de professeurs et des avocats et des enseignants, ça a toujours été un problème politique. Tout simplement parce que on ne respecte pas les choses basiques. Est-ce que nous avions besoin que il y a les professeurs qui marchent en route pour qu'on sache que dans les tribunaux de Boya ou de Victoria, on doit mettre les magistrats qui respectent la common law, ou qu'à Manfi, on n'envoie pas les professeurs qui ne parlent pas anglais? Non, ça a toujours été un problème politique, qui est toujours, si on va toujours parler, on va toujours revenir au problème de la loi fondamentale qui n'avait pas été respectée. Maintenant, pour dire qu'il y a des radicaux dans les deux camps, oui, mais le problème est que les indépendantistes sont toujours prêts pour discuter. Ceux qui disent que les indépendantistes ne veulent pas discuter, c'est faux. Si le cadre avait été créé pour que eux discutent, ça devait être fait. Dire que non. Mais dans quelles conditions sont-ils prêts à discuter, à venir s'asseoir sur la table? Non, une condition que toutes les options soient sur la table. C'est-à-dire? Quand on dit toutes les options, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut l'indépendance. Il y a ceux qui pensent qu'il faut rentrer au système avant 72. Et contrairement à ce que les gens pensent, il y a aussi parmi eux ceux qui pensent que si la constitution de 96 était appliquée, peut-être ça peut résoudre. Donc ça veut dire que premièrement, on accepte de venir sur la table et discuter et on pourra trouver quelque chose. Mais justement, est-ce que mettre parmi les options l'idée même de discuter de la séparation n'est pas déjà en somme un piège? Je veux dire que vous acceptez de venir sur la table et vous dites
commençons par voir si, oui ou non, on veut rester ensemble. Est-ce que c'est pas un piège? Non, ils n'ont pas dit. Ils ont dit qu'on met toutes les options sur la table. Et dans les options, il peut y avoir séparation, il peut y avoir... Et c'est pour ça que je dis, donc vous dites que c'est un piège. Poser sur la table l'option éventuelle d'une séparation, n'est-ce pas un piège à la République? Non, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Si la République voulait, on devait aller. Allez dire, mais quand vous dites que vous voulez la séparation, venez qu'on discute. Et je crois que les gens devaient, ils devaient être un peu surpris. Moi, je pense que c'est toujours bien de discuter. C'est comme une famille. Tu peux avoir un enfant ou une soeur ou un frère qui est rebelle. Ah oui, mais je veux dire justement, dans une famille, quand vous êtes chef de famille, vous ne discutez pas de toutes les questions avec vos enfants. Ah bon? Ouais. Non. Dans une famille normale, tu discutes tout avec les enfants. Vous n'avez pas discuté des questions de chambre avec votre épouse. Vous n'allez pas les poser à vos enfants non plus. Non, ça ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème de chambre. On ne parle pas de tout avec ses enfants. Non, mais moi je pense, le problème c'est le manque de dialogue. Ouais. Et que, autre chose, c'est que à la décharge du membre du gouvernement ou du gouvernement, et que j'ai l'impression, et ça je le vois chaque jour, voilà pourquoi moi-même ma vision et mes déclarations, je mets un peu beaucoup de l'eau dans mon vin parce que j'ai compris qu'ils ne connaissent pas l'histoire de cette zone. Parce qu'ils le savaient. Et le gouvernement? Oui. Mais comment pouvez-vous le dire? Non, parce que... Le gouvernement, c'était le Premier ministre Philmon Yang. C'est en ce moment le Premier ministre John Gouté. C'est monsieur le ministre Elvis Ngolengole. C'est le ministre Atangandi. Comment pouvez-vous dire que ces messieurs ne connaissent pas l'histoire de cette zone? Attends, Pour que vous estimez que vous la connaissez mieux que, par exemple, pour ne citer que cela. Non, écoutez, parlons un peu de M. Philmon Yang. Oui. M. Philmon Yang, pendant qu'il était à Bamenda pour discuter, vous vous rappelez très bien, absolument, il y avait 3 ministres qui étaient en train d'organiser une conférence de presse à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les engagements que M. Philmon Yang, maintenant j'ai même pitié de lui, avait dû prendre, avaient été brûlés par ces 3 ministres. Voilà pourquoi je dis à ces 3 ministres-là, si eux ils savaient la détermination des compatriotes qui manifestaient, je crois qu'ils ne devaient pas agir comme ils ont agi. Parce qu'il faut voir l'histoire du Cameroun occidental. Qu'est-ce qui a même fait que le Cameroun occidental quitte de la Fédération Est du Nigeria? Si vous connaissez un peu ça, vous devez savoir que c'est un peuple qui connaît ses droits, qui connaît revendiquer. Et avant même de faire une revendication, ils prennent du temps. Et ce n'est pas jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Les pétitions que les anglophones écrivent depuis 85, d'abord, je pense en 85, ça veut dire que ce sont les indicateurs de montrer que c'est un peuple qui connaît son droit et qu'il y avait un problème. Donc si eux, ils savaient que ça devait être comme ça, je crois qu'ils devaient prendre un peu de la peine pour se dire, écoute, qu'est-ce que ça coûte d'envoyer les magistrats qui connaissent la common law dans les palais de justice là-bas et d'envoyer les enseignants qui sont d'expression. Bon, alors, un homme pour revenir aux assises des États-Unis, quelles en sont les conclusions? Bon, pour les assises, moi, nous, on n'était pas, mais je suis, parce que c'est important quand, au poste que nous avions, nous devions suivre les conclusions et qu'ils devaient créer ils se mettent prêts pour une éventuelle, s'il y a une négociation un jour, pour le faire. Moi, je ne peux pas aller dans les détails pour vous donner tout ce qui s'est passé. Je crois que si tu as l'occasion de les interviewer, ça serait une bonne chose. C'est aussi le prétexte de l'émission, nous dire un peu ce qui se passe là-bas. Oui, le prétexte c'est que moi, ils sont prêts pour dialoguer. C'est sûr que peut-être ça ne va pas vous faire plaisir, parce que quand ils disent que nous, on veut la restauration de la Southern Cameroon. Mais c'est tout à fait normal. Quand vous voulez négocier, vous devez lever les enchères pour que vous... Donc vous dites qu'il y a marchandage? C'est tout à fait normal dans toutes les négociations au monde. Donc ils disent on veut la restauration pour aboutir tout au moins à un fédéralisme, c'est ça? Sachant évidemment que l'option c'est la décentralisation.
Oui, le problème est que même si c'est la décentralisation, mais il faut qu'on dise souvent que le diable est dans les détails. Il faut qu'on voie qu'est-ce que cette décentralisation, qu'est-ce qu'on met dans cette décentralisation. Alors, mais il faut discuter. Que pense-t-il de la position, je vais dire, des francophones vis-à-vis de cette crise? Bon, beaucoup sont déçus. Parce que beaucoup se disent que avec les massacres à répétition qui y a lieu, les manifestations qu'il y a là-bas, ils auront voulu qu'il y ait la même chose dans les zones francophones. Mais nous, on l'a dit, moi je l'ai dit que non. Vous devez comprendre que les francophones vous aiment. Beaucoup des anglophones qui sont dans les zones du nord et du sud-ouest habitent dans les maisons des francophones. Les francophones sont sympathiques à ce qui se passe. Il y a même un député, le député du SDF, monsieur Nietzsche, qui a organisé il a voulu organiser une manifestation ici de sympathie. Il y a madame Kawala Edith qui a à maintes reprises. Donc, il y a cette sympathie. Mais le problème est que vous devez savoir que les anglophones, ce n'est pas un peuple homogène, mais ils ont une unité face à l'adversité qui n'est pas la même chose chez les francophones. Les francophones sont trop divisés sur base tribale. Donc, il aime d'abord sa tribu, sa famille, et puis le pays après. Mais ceux qui revendiquent aujourd'hui, qui veulent parler, alors venir aux négociations, quelle est leur légitimité? Je veux dire, qui représente-t-il? Qui les a envoyés là-bas? Qui autorise qu'ils parlent au nom de ceux qui sont ici? Non, ils sont légitimes. En quoi? La première est que quand, par exemple, les Ayouk Tabé ont demandé le 22 et le 1er octobre que les gens sortent, les gens sont sortis. Si tu n'es pas légitime, est-ce que cela fait... tu ne peux pas sortir. Est-ce que cela... Et quand ils demandent la lockdown, 10 jours, c'est lockdown. Oui, mais en même temps, c'est aussi que dans le lockdown, si vous mettez le pied dehors, on vous fusille. Je veux dire que les séparatistes... Fusillent? Oui, ça se voit. Je veux dire qu'il y a des morts tous les jours. Les gens sont contraints à fermer, à rester chez eux, au risque de se voir buter. Non, je ne pense pas. Dit que les séparatistes fusillent les gens qui sortent, non, ce n'est pas vrai. Ellie Smith, aujourd'hui, il y a des enlèvements. Oui, je ne refuse pas. Aujourd'hui, lorsque vous ne respectez pas les ghost towns, on vous le fait payer. On vous le fait payer. Comment? Ça se vit, ça se voit. Les gens qui ne respectent pas les villes mortes là-bas... Vous savez, je voudrais... notre but est qu'il y ait la paix au Cameroun. Absolument. Vous savez, les gens, et je vais venir un peu, ceux qui font peur, mais heureusement pas tous, ceux qui font peur, ce n'est pas ceux-là qui font peur. Ceux qui font peur, souvent c'est l'armée. Parce que, moi j'ai vu, quand vous allez à Ankara, tout le monde a fui Ankara. Quand vous arrivez à Kumbo, une partie de la ville de Kumbo est brûlée. Par qui? Et le 14, il y a une maman qui s'appelle Agnès Ndoum. Elle a été tuée chez elle. Par qui? Mais moi, je ne voudrais pas que, pour nous, ce que nous voulons, on veut qu'il y ait la paix ici au Cameroun. Quelle est la situation réelle sur le terrain? Sur le terrain? Oui. C'est grave. À la limite, quelles sont les villes qui fonctionnent? Quelles sont les villes qui sont... J'ai par exemple appris que la route Kambé-Bamende est rouverte, après plus d'un an de barricade. Oui. Je veux dire que bon, c'était les séparatistes qui interdisaient... Oui, qui ont barricadé. Voilà. Bon, sur le terrain, ça ne va pas bien. Vous pouvez avoir, quand vous êtes à Bamenda, vous avez semblant que tout marche bien, mais c'est faux. Une fois que vous sortez de Bamenda, moi j'en ai vu, parce que je ne reste pas à Douala pour rencontrer. J'ai fait Bamenda jusqu'à Kumbo. Je suis même arrivé à une place qu'on appelle Wainama. Et j'étais surpris.
Il y avait beaucoup des Amazoniens qui sortaient dans la forêt un peu comme si c'était des mouches étant nombreux. Mais ce qui m'a choqué, c'est la destruction, brûler des maisons, des gens qu'on tue à Mélim ou à Sop. On voit tout ce que je raconte, c'est ça. Mais je ne voudrais pas dire que tout le monde dans l'armée, c'est non. Par exemple, dans le sud-ouest, il y avait un militaire. Est-ce qu'on peut reconnaître aussi quand même les exactions que commettent les groupes armés? Oui, vraiment, oui. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas les anges et les diables. Dans les groupes armés, par exemple, quand par exemple vous demandez à une dame qui doit venir vendre le plantain au marché de plantain de payer 50 000 francs, ou de demander à quelqu'un qui doit venir vendre le cacao de Moueli ici, de venir vendre le cacao et vous lui demandez de payer 1 million de francs pour sa voiture, ou de faire des rançons. C'est-à-dire, ils tuent des gens. Donc, il n'y a pas des anges. Mais le problème, la différence entre eux et l'armée est que l'armée a quand même une année de formation. Ils connaissent les règles de la guerre. Mais si vous connaissez les règles de la guerre, vous brûlez les maisons, vous déchargez le magazine de votre fusil sur une maman de 85 ans. Donc, c'est ça le problème. Mais parmi eux, je veux pas dire, je connais par exemple, il y a un général, Donatien Melingui, qui est un monsieur professionnel, qui a, par exemple, à Bissongabang, financé la construction d'un programme d'adduction d'eau, qui travaille avec les chefs de Manfé et de Yumejok, et que pendant, il a voulu même faire un certain apaisement. C'était un militaire professionnel. Justement, quel est le rôle des chefs traditionnels aujourd'hui? Je veux dire que c'est quand même, peut-être on le dit par abus, le premier échelon de l'administration en contact avec les populations. S'ils sont, pourtant, aujourd'hui, je veux dire, on s'interroge quand même sur l'influence qu'ils peuvent avoir sur les populations. Il y a des chefs qui sont encore sur place, souvent les soupçons de connivence, souvent d'autres d'ailleurs on voit qu'ils sont enlevés, on a vu des chefs exécutés, ceux-là ils sont soupçonnés par les séparatistes également de connivence avec l'autorité gouvernementale. Comment est-ce qu'ils gèrent leur communauté aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est difficile parce que il y a des bons chefs, hein? Il y a des chefs qui ont l'autorité. Mais il y a des chefs, quand il y a ce qu'on appelle en anglais breakdown of rule of law and order, où l'État est en train de perdre le contrôle, même les chefs ont des problèmes. Il y a le cas comme par exemple le chef de Kumbo qui n'habite plus Kumbo. Mais il y a des chefs qui ont une certaine respectabilité, qui peuvent jouer un rôle, mais c'est l'administration a fait que les chefs restent neutres. On ne doit pas obliger les chefs de faire des choses qui n'ont pas le droit de le faire. Combien y a-t-il de groupes? Des groupes indépendantistes. Ouais. En gros, bon, il peut avoir peut-être... Sur le terrain. Sur le terrain. Prenons peut-être 5, parce qu'il y a déjà beaucoup de groupuscules, et c'est tout à fait normal. Quand il y a un conflit comme ça, il y a des groupuscules qui se créent, mais il y a par exemple 4 ou 5 grands. Évidemment que le banditisme s'installe aussi. Oh, il y a le banditisme, les enlèvements. Maintenant, ce qui se passe, ils font une liste, ils se disent, bon, on va enlever Dipita, et puis il va nous payer 300 000 francs. Ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple. Donc, je suis en train de dire, voilà la raison pour laquelle c'est important qu'on discute, pour qu'il y ait la paix qui revienne, que les gens dans les régions comme le sud-ouest et le nord-ouest ne meurent pas de famine, ceux qui sont dans les forêts rentre à la maison. Alors, pourquoi aujourd'hui la crise s'enlise-t-elle? Pourquoi la crise s'enlise? Tout simplement parce que le gouvernement, je crois qu'ils sont en train de chercher les moyens pour parler. Il faudra que le gouvernement mette le cadre idoine pour qu'il y ait un dialogue. Et s'il y a un dialogue, la crise va se dissiper. Mais s'il n'y a pas, si les gens ne peuvent pas se parler... Quelles sont les conditions pour le dialogue dans ce cas-là? Un dialogue national, un dialogue international, un dialogue au Cameroun, un dialogue au siège de l'Union africaine. Le dialogue, je veux dire, c'est vague. C'est quoi le contenu? Non, le contenu, c'est de poser la question que nous, par exemple, nous posons. Quelle est la cause de cette crise? Que les gens s'asseyent pour discuter. Et que, d'une manière idéale,
j'aurais voulu que, en tant qu'Africain, ça se fasse en Afrique ou au Cameroun. Mais le problème est qu'on est arrivé à un moment où il y a trop de manque de confiance et de soupçons. Donc il faudra peut-être qu'il y ait une troisième partie. Mais si on pouvait le faire au Cameroun, ça c'est. Mais si vous voulez le faire au Cameroun, il faudrait qu'on crée un cadre. Alors, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines était là il y a quelques semaines déjà. Thibonage est venu à Yaoundé dans le cadre d'une tournée africaine. Que retenir de cette sortie? Le Thibonage, oui. Que c'était proportionné. Il a dit des choses qu'un diplomate doit dire. Donc pour moi, je ne peux pas commenter au-delà de cela. Oui. Quel est le rôle de la France, par exemple, dans cette crise? Non, la France, je sais qu'au Cameroun, les gens ont une haine viscérale vis-à-vis de la France et qu'aujourd'hui... C'est aussi un peu excessif, non? Oui, oui, parce que ici, vous savez, il y a même des médias que si tu tombes en route, c'est la France. Si ta maman meurt, c'est la France. Non, mais je crois que la France peut jouer un grand rôle. C'est sûr que la France a un passif qui ne joue pas sa faveur, mais depuis un certain temps, les diplomates français qui sont ici s'intéressent beaucoup et ils peuvent jouer un grand rôle. Et nous pouvions apprendre vis-à-vis de la France. Vous savez, je trouve que le Japon et les États-Unis, le Japon a eu 2 bombes, Nagasaki et Hiroshima. Aujourd'hui, sont des très bons amis. Donc, le Cameroun et la France peuvent avoir de très bonnes relations et le Cameroun peut beaucoup apprendre de la France. Par exemple, les accords de Nouméa. Parce qu'à Nouméa, ce qui s'est passé là-bas est qu'un certain Jean-Marie Tjibaou, qui était le chef des indépendantistes Kanak, a été tué dans l'agglo de Nouméa. Mais après, la France a eu l'humilité pour discuter avec les indépendantistes Kanak et qui a abouti à 3 référendums. Un a eu lieu il y a 1 ou 2 mois, que malheureusement, les Kanaks qui croyaient qu'eux, ils avaient le haut, la même n'ont pas eu. Donc le Cameroun peut apprendre cette expérience française. Le Cameroun a encore à apprendre, par exemple, sur la Corse, la spécificité de la Corse. Ce sont des choses que on peut apprendre de la France. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de la France. Et comme je dis, les autorités françaises ou les diplomates qui sont ici, quand moi je vois un diplomate français qui parle anglais, moi, ça me fait plaisir. Ça peut être naïf. Parce que l'un des problèmes qu'on a eu... Même si en prenant l'exemple des Kanaks, ce n'est pas systématiquement la même chose, sachant qu'il y a quand même eu beaucoup de déportations pour mettre les Kanaks en minorité. Bon, oui, je ne refuse pas, mais le problème c'est quoi? C'est l'esprit du dialogue. C'est l'exemple à couvrir. C'est ce que je veux prendre. Donc, c'est l'exemple que le Cameroun peut apprendre de la France. La France est un pays jacobin, on a des ultra-jacobins ici, mais il y a aussi des Girondins en France, qu'ici aussi on peut faire. Donc, moi, il y a des choses qu'on peut apprendre de la France, au lieu de penser que la France, c'est l'ennemi, c'est lui qui a causé tous les problèmes. Non. Alors, il y a des appels, notamment les sécessionnistes qui sont... aux États-Unis, on les voit beaucoup autour des Nations Unies, des représentations internationales, faire des revendications. Il y a des appels à l'intervention internationale, justement, que certains partagent et qu'on peut davantage observer sur les réseaux sociaux, à travers d'autres relais. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, je pense que c'est encore... Le Cameroun n'est pas la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo ou la Somalie. C'est tout à fait normal qu'eux, ils demandent ça parce qu'ils se disent que, vu les morts, les destructions de maisons quotidiennes, donc ils se disent que les Nations Unies doivent intervenir. Mais il y a une procédure. Moi, je pense toujours que, en tant qu'Africain, moi, je suis un vrai panafricaniste, pas les panafricanistes. Vous allez me dire aussi que le panafricanisme n'est pas africain, ce qui est vrai aussi, c'est comme le manioc. Mais je pense qu'en tant qu'un Africain, les choses, nous devions d'abord la résoudre nous-mêmes. En tant que Camerounais, je pense qu'on peut résoudre les problèmes.
Donc, les appels à l'intervention onusienne sont justifiés, je comprends, mais je pense aussi que si nous pouvions avoir le courage de s'asseoir et de discuter, c'est tout simplement parce que quand on refuse même que les gens s'asseyent pour discuter, c'est la raison pour laquelle il y a des compatriotes qui disent qu'il faut que les Nations Unies puissent intervenir, mais il y a un processus ou une procédure à suivre, et que je pense que les autorités camerounaises, à un certain moment, je crois que même maintenant, ils commencent à comprendre que, on ne peut pas gagner militairement, parce que, on n'a pas d'abord la capacité, on n'a pas les moyens. Deuxième, oui, j'ai dit ça parce que la plus grande armée du monde, il n'y a pas plus fort que les États-Unis. Ils ont été battus au Vietnam, même en Irak. Je veux dire que vos rapprochements sont quand même, je failli dire, excessifs. Non, ce n'est pas excessif. Dans la situation actuelle, je peux dire que la guerre là peut faire même 30 ans. On ne peut pas gagner. Parce que j'en ai vu, on ne peut pas. Même l'autre armée, l'armée française, la bataille de Alger, même si maintenant il y a une certaine débat entre ce que le colonel Agou dit qu'avant 68, ils avaient déjà fini le FLN, mais la réalité est que la paix est revenue avec les accords d'Évian. Ça veut dire que utiliser les armes et les armes uniquement ne peut pas résoudre le problème. Même dans le conflit entre le gouvernement de Mahindra Rajapaksa de Sri Lanka contre les Tamils, il y a toujours eu une discussion. Moi, je pense que la solution de ce conflit, c'est oublier les orgueils, la propagande vaine, c'est de s'asseoir et discuter parce que, on n'a pas les hommes pour le terrain, nous n'avions pas l'armée, parce que pour vaincre, il faut mettre les gens dans tous les départements. J'ai vu l'armée, là, moi, j'ai beaucoup pitié d'eux, parce que il faut que tu quittes aujourd'hui de Kumbo, tu vas à Bonché, le lendemain, tu descends à Kembon, on ne peut pas. Donc, la solution, c'est de discuter. Avez-vous pris connaissance du récent rapport de Amnesty International qui essaie de faire un état des lieux, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, et qui indexe littéralement l'armée camerounaise, estime qu'il y a un certain nombre de déplacés, plus de 400 000 je crois, 417 000 environ, et qu'il y a des exactions qui littéralement aussi met l'armée camerounaise au même pied que les sécessionnistes en termes d'exertion. Et ce qui est évidemment, on va voir ça d'un moment à l'autre, susciter la réaction du ministre Emmanuel René Sadi, de la communication, et du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, qu'on va suivre d'un moment à l'autre avec évidemment la complicité d'Eric Ngando. Vous avez une réaction par rapport à ce rapport-là? Non, je n'ai pas de réaction. Vous n'avez pas pris connaissance? Non, j'ai pris connaissance, mais je ne peux rien dire pour dire seulement qu'on parle des exactions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas des anges ni des démons dans cette guerre. Mais ceux qui devaient avoir l'auteur moral, c'est l'armée. Mais comme c'est des êtres humains, ils commettent beaucoup d'erreurs. Parce que quand je dis les erreurs, je vous donne les exemples. Je donne le cas, même aujourd'hui où on vous parle là, à Melouf, un village à côté de Kumbo, où je vous donne encore le 14 à Oum, ce qu'ils ont fait à Madame Aguinez Ngoum. Mais vous savez, c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a ce qui s'appelle le problème, est qu'il faudra que quand les gens commettent les actes, on doit les punir. Et on doit reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Comme alors, le général Melingui faisait quand il était à l'époque dans le sud-ouest. Ngando, est-ce qu'on est prêt pour écouter la réaction du ministre de la Communication? Le MINAT, Paul Atangandi. Divisions in the Northwest region and 31 subdivisions in the Southwest regions. Statistics from administrative authorities and some serious NGOs working closely in close collaboration with the government show that there are about 152,000 internally displaced families in the two regions and about 6,000 internally displaced in the West Littoral and Central regions. You must have noted that the Minister of Territorial Administration, who is in charge of the humanitarian action on the field, has for the past 8 months been on the field
we have made about 60 trips to distribute the head of state's donations to IDPs in the Northwest and Southwest regions. We extended this gesture to other regions, littoral, notably in Douala and Kongsamba, in the West region, Galim, Bangoren, Magba, and in the Central region, Yaoundé. This report of 88 pages is a bilingual report which makes a summary of all what has been done in the field. I read recently a document published by an NGO saying that we have more than 400,000 internally displaced people in Cameroon. That's total misinformation, and I can say it is fake news, and no credit should be given to that information. It's unfortunate that some partners want to use the situation in the Northwest and South region to make business or to make gain. I don't know for what purpose. D'enchaîner pour faire le commentaire une fois après avec le ministre de la Communication. Ça, c'était aujourd'hui d'ailleurs pour le ministre Paula Tangandi, le MINAT, ministre de l'Administration territoriale. Il était donc face à la presse aujourd'hui. C'était pour réagir à la suite du rapport d'Amnesty International et donner la position du gouvernement, évidemment. Il a démenti tout ce qui a été relativement dit dans ce rapport-là. Il parle de un peu plus de 150 000 déplacés, plutôt. À présent, écoutons ce qu'a dit René Emmanuel Sadi dans la même mouvance. En dénonçant de prime abord une tendance systématique de certaines organisations humanitaires à discréditer les pouvoirs publics, le gouvernement camerounais rejette catégoriquement ces accusations portées inconsidérément contre des forces républicaines engagées dans un combat pour la préservation de l'intégrité territoriale de l'État et la protection des personnes et des biens dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ce, conformément à leurs obligations régaliennes, dans le strict respect des conventions internationales en matière des droits de l'homme et parfaitement conscientes de leurs responsabilités. De toute évidence, dans la présentation qu'elle fait de la situation sur le terrain, l'ONG Human Rights Watch trahit comme un parti pris en faveur des bandes armées, en relativisant, voire en minorant la responsabilité de ces groupes dans les atrocités perpétrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement estime en effet qu'il est absolument inconséquent, voire malsain, de vouloir mettre sur un pied d'égalité ou loger à la même enseigne d'un côté ceux qui, incarnant la puissance publique, font un usage légitime, réfléchi et mesuré de la force, et de l'autre des hors-la-loi qui usent illégalement de la force à des fins destructrices, malveillantes et nuisibles. Gouvernementale, suite à la sortie de l'organisation non gouvernementale Amnesty International. Vous avez une réaction, Elie? Oui, la réaction que je voudrais dire est que ça ne sert souvent pas, ça ne sert à rien souvent de venir faire des, comment on dit, des contre-réactions quand quelque chose est sorti, c'est d'être proactif. Ça veut dire éviter que ce genre de rapport ne sorte. Vous savez, le problème qu'on a en Afrique, généralement, c'est un problème de statistiques. Comme on avait discuté ça une fois avec le problème de population. Donc, mais la réalité est que il y a des abus. Il y a des abus de deux côtés. Mais, comme je dis tantôt, là où on ne voudrait pas, c'est des gens qui ont au minimum une année de formation et pendant leur cursus de cette formation-là,
ils ont souvent les règles de conflit. Et quand ils ne respectent pas, c'est un problème. Mais pour le reste, je ne voudrais pas, moi, venir commencer à dire que... parce que je connais la réalité. Mais nous, notre objectif, c'est que les gens puissent discuter. Au lieu de vouloir venir tirer... comment on dit... Encore deux questions pour sortir de ce sujet-là. On va parler un peu de la politique intérieure aussi. Merci. Et peut-être de l'Algérie. La suite de la All Anglophone General Conference, c'est quoi? La suite est que nous allions, comme on a fait la consultation à l'étranger, nous allions faire aussi la consultation à l'intérieur du Cameroun, voir les leaders de partis politiques et la société civile. Et après ça, nous allions organiser une conférence ici. Nous allons faire encore une autre demande. Et ça, je vous dis maintenant d'une manière solennelle. Si le gouvernement estime qu'il ne veut pas que nous on organise la Anglophone General Conference, nous on va laisser, on n'est pas là à faire on ne va pas défier l'autorité, mais nous serions contents qu'un jour, si Dieu demande qu'est-ce que vous aviez fait, on dirait à Dieu que nous avions essayé de contribuer à amener la paix, mais eux ils ont refusé. Donc on n'est pas là on n'a pas une ambition individuelle ou collective. Notre ambition c'est la paix au Cameroun et que la paix vienne dans le sud-ouest et le nord-ouest. Dernière question sur le sujet, de nouvelles de Ayoub Tabé. Ayoub Tabé, je crois qu'il se porte bien. C'est le président de la République fédérale de l'Ambazonie. Il est en détention. Oui, c'est vrai quand vous le dites. Hein. Oui, c'est son titre et il faut respecter les titres. Qu'il a élu, qu'il a voté, qui lui a donné ce titre. Non, la preuve en est que quand il appelle, si aujourd'hui, c'est que peut-être vous ne saviez pas, si Ayoub Tabé, que je connais, qui est quelqu'un qui est calme, dit aujourd'hui que, par exemple, cesser le feu, il va en avoir. Donc, il a une légitimité naturelle. Donc, heureusement, préciser naturel. Oui, oui. Bon, il se porte bien. Il se porte bien. On sait qu'il est en ce moment. Mais il fallait que... Il a longtemps renoncé l'interprète du tribunal militaire et pourtant, dans une vidéo, on a finalement vu qu'il s'exprime bien en français. Mais s'il s'exprime bien en français, est-ce que vous trouvez normal, quand vous voulez savoir que le Cameroun n'est pas un pays bilingue, c'est au tribunal militaire. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui prétend être bilingue, vous avez des gens même d'abord... leur interprétation ou l'interprète qui font l'interprétariat qui font. À quoi sert un interprète face à des gens qui peuvent se comprendre dans une langue? Non, pourquoi il va venir s'exprimer à une autre langue? Pourquoi il ne devrait pas s'exprimer en français? Il peut s'exprimer en français, mais non, mais dans ce cas spécifique, il doit défendre ce qu'il doit défendre. Donc c'est normal qu'il s'exprime en anglais. Il peut même s'exprimer en anglais. Pourquoi refuser s'il comprend le français? Qui vous a dit qu'il comprend français? Alors, moi, je l'ai vu sur une vidéo, je le dis parce que je l'ai vu sur une vidéo. Est-ce que vous êtes sûr que c'était lui? Mais c'était bien lui. C'était lui qui s'exprime en français. Oui, bien. Oui, mais pourquoi c'est fait qu'au tribunal militaire, tous ces juges-là, aucun ne parle anglais? Ça, je suis d'accord que vous posez ce problème. Voilà. Ben, je veux dire que... Et ça démontre que, quand vous dites que, et c'est la vérité, c'est que feu Pierre Mesmer, le gouverneur de la République du Cameroun ou le Cameroun française, et le gouverneur de l'Algérie avaient dit que c'est un pays qui est français en anglais, anglais, mais officiel, une langue française. Quand tu vas au tribunal militaire, tu sens que c'est un pays francophone. Donc c'est quand même bien qu'ils apprennent à ces juges de tribunal militaire de s'exprimer en anglais. Et s'ils ne peuvent pas s'exprimer en anglais, qu'on laisse. Élie, parlant de politique intérieure, oui. Le gouvernement vient de faire passer la loi sur les régionales. Je le dis comme ça, de toute façon, ce n'est pas le titre exact de la loi, mais je crois qu'on se comprend. Évidemment, qui vous la porte aux prochaines élections régionales, dont évidemment on attend certainement la convocation du corps. C'est fort probable que ces élections aient lieu cette année. Mais très certainement, on aura les élections municipales et législatives. C'est très probable, même si le président de la République, pour ce qui concerne les législatives, peut encore autoriser un report. Cela dit, comment envisagez-vous ces élections-là? Le SDF et le MRC ont pratiquement dit qu'ils ne sont pas partants pour ces élections de proximité. Comment vous les envisagez? Premièrement, moi je crois qu'il faut que le SDF participe. Parce que je me rappelle... Oui, allez-y. Je me rappelle de 92 où ils n'ont pas participé aux élections législatives.
Et on a eu la domination de l'UNDP. Il faut qu'il participe. Mais le problème de ces élections est que, comme c'est une élection indirecte, vous avez tous les conseillers municipaux. Non, là, indirect, là c'est pour les régionales. c'est pour les régionales, non? Non, oui. Même les régionales, c'est aussi indirect, si je me trompe. Non, régional, c'est indirect. C'est indirect aussi. Donc, vous allez avoir encore une prédominance du RDPC partout. Donc, non, moi je pense que ce n'est pas lieu d'organiser les élections. Comme moi j'ai toujours dit, même les élections présidentielles, moi je n'ai pas voulu qu'elles aient lieu parce que il y a conflit dans une partie de la République. Donc, et que je disais que c'était ça serait facteur à un problème qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais les régionales, est-ce que ça va résoudre les problèmes? Je ne sais pas. Elle ne va pas résoudre le problème qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Les leaders du MRC sont en prison. Oui. Les leaders du MRC associés d'ailleurs, ils sont en prison. Ça aussi c'est un mot. Oui, ça me fait mal qu'on arrête les gens, on les met en prison pour leur opinion. Ce n'est pas normal. Et puis... Mais vous êtes dans les dossiers de la justice. Pourquoi pensez-vous que c'est à cause de leurs opinions qu'ils sont... Parce que bon, ce que je sais est que on les a arrêtés parce qu'ils ont voulu faire une manifestation à Douala ou au Cameroun. Manifestation interdite. Interdite. Mais regardez. Au bout de laquelle il y a eu quelques dégâts. Quelques dégâts causés par qui? Alors, la justice va nous dire. Non, la réalité est qu'on a tiré sur N'Djamène Célestin et Ndoki Michel. Bon, donc, mais je pense que ça n'honore pas notre pays d'arrêter des gens qui sont en train de manifester et les mettre en prison. Deux, il y a aussi que le MRC n'était pas un parti qui faisait foule à Douala. Quand vous arrêtez quelqu'un, donc moi je pense que le MRC a tendu une piège au gouvernement et le gouvernement est tombé dans ce piège. Le MRC a fait des meetings ici à Douala, j'ai vu. Parce que c'est empirique, au rond-point, à l'école publique de Deido, qui est le siège, il n'y avait pas foule. Donc, quel est le problème qu'ils ont causé? Bon, maintenant, ce qui va se passer est que ils vont transformer quelqu'un qui n'avait pas un pouvoir politique à un héros politique. C'est les mêmes erreurs qu'ils ont fait quand ils ont arrêté Agwabala et Fontemniba. C'est le même erreur qu'ils ont fait quand ils ont arrêté Ayub Tabé et les autres au Nigeria. Donc je trouve que ce n'est pas normal. Ça ternit l'image du Cameroun. Ça fait que le Cameroun apparaît comme un pays dictatorial. Donc moi je trouve qu'ils n'ont pas place à rester en prison. Il faut qu'on les libère. Pour revenir un peu sur la question d'Ayub Tabé, on sait qu'il y a une procédure au Nigeria qui a été... Le tribunal avait statué. Oui. Le tribunal a statué qu'il faut qu'on les dédommage. On a même donné combien de... Parce que j'ai vu l'avocat, je l'ai même interviewé. On doit les dédommager et puis on doit les faire revenir au Nigeria. Maintenant, est-ce que cette décision pourra être appliquée par le Cameroun? C'est ça une autre question. Le truc au Nigeria, le système judiciaire est un peu plus indépendant que ici. Voilà pourquoi ce genre de verdict a été déclaré en faveur de Ayub Tabé, qu'une fois de plus, moi je pense aussi que il ne fallait pas arrêter Ayub Tabé, parce que arrêter Ayub Tabé a lui donné une certaine aura qu'il n'en avait pas. C'est les mêmes erreurs que le gouvernement commet, arrêter des gens. Donc le gouvernement doit, je veux dire que la justice doit cesser d'essayer d'exister, c'est la question que je pose. Je veux dire, pour chaque cas, vous dites, le gouvernement, vous avez condamné le gouvernement plus d'une fois. D'ailleurs, vous n'avez fait que ça. Non. Vous n'avez fait que condamner le gouvernement. Chaque fois qu'il a fallu parler le gouvernement, ils ne sont pas dans la bonne place, ils n'ont pas la bonne décision. Au contraire. Ils sont injustes. L'armée camerounaise est celle qui tue tout le monde. Non, je n'ai pas dit que l'armée tue tout le monde. J'ai donné les cas. J'ai dit que même parmi cette armée camerounaise, il y a les bons. J'ai donné le cas du général Donatien Melingi. Quand vous allez dans le sud-ouest, vous demandez entre Eyou Mojok, Kembon, Manfé, demandez, on va vous dire ce qu'il a fait. Vous avez quand même fait l'exception. Oui, oui. Donc, non, je ne veux pas dire que tout ce que le gouvernement fait est mauvais, mais je suis en train de dire que le gouvernement commet des erreurs en erreur
qui est humain. Donc je dis que comme nous sommes tous les êtres humains, moi qui vous parle, je ne suis pas un ange, je suis le monde commet des erreurs. Dit que je critique le gouvernement, non, moi je les comprends. Le gouvernement doit voir en face de lui des gens qui ont pris des armes, croiser les doigts et leur dire vraiment venez gentiment, je vous donne des bonbons et des chocolats, on discute, je vous accorde tout ce que vous voulez et puis on rentre dans la paix. Donc, le MRC a porté les armes. On est revenu un peu sur la crise anglophone. Ah, d'accord, vous êtes revenu sur la crise anglophone. Les séparatistes qui ont pris des armes. Ah oui, non, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Non, je comprends. Non, voilà. Là, le gouvernement, aucun gouvernement au monde ne peut croiser le bras, voir quand les gens prennent les armes. Non, aucun gouvernement. Je comprends ceux qui ont pris les armes. Mais moi, je dénonce ça. J'ai toujours dit, il y a un livre écrit par Jenny Sharp, From Dictatorship to Democracy. À tout moment où vous utilisez les armes contre un gouvernement de l'acabit que nous avions, attendez-vous au retour de la matraque. Donc, je trouve que moi, je ne peux pas, parce qu'il y a des avancées que les anglophones ont eues ici. Ils ne l'ont pas eu en utilisant les armes. Autre question sur le MRC, qui avait appelé à manifester le 26 janvier. Le gouvernement a interdit. Eux, ils ont manifesté. Que doit faire le gouvernement? Dans ce cas, le gouvernement regarde, il ne dit rien. Parce que, écoutez, moi je pense que si la manifestation du 26, ça n'a pas fait foule. Non, je veux dire, je suis d'accord. Oui, donc moi je trouve que le gouvernement... Non, je veux dire, la question est entre l'appel et l'interdiction. Oui. Je veux dire, et je reprécise, je rappelle la question. Ils appellent à manifester le 26. Le gouvernement leur dit, ne manifestez pas. Ils manifestent. Que fait le gouvernement? Bon, le gouvernement peut les interpeller. Ils leur offrent des bonbons, des chocolats. Non, pas les bonbons et le chocolat. Les interpeller et dire que, bon, écoutez, pourquoi vous avez marché, et puis on les relâche. Parce que les garder, écoutez, si il y avait 100 000 personnes à Douala, que on a fait la casse, un peu comme les gilets jaunes font à Paris. En fait, même pas les gilets jaunes, c'est les groupes, les Black Bloc, les groupes d'extrême gauche. Là, on peut comprendre. Ils ont fait une manifestation que, ma foi, j'étais ici à Douala, je n'ai pas vu des gens. Et donc, si il y a cette surréaction pour les arrêter, ça veut dire que quelque part, vous étiez en train de dire que non, on les attend. Donc vous avez une certaine rancune. Et moi, je dis... sait-on jamais, peut-être le gouvernement a d'autres éléments. Je veux dire, la justice doit avoir d'autres éléments. Bon, si la justice a d'autres éléments, il faut que la justice... je réfléchis à haute voix. Hein. Oui. Je ne suis pas dans les secrets donc il faut qu'ils nous montrent. Mais moi, je pense que les arrêter n'est pas bon. Leur place n'est pas en prison et ça n'honore pas notre pays. On a le problème, on a une crise dans le nord, c'est le sud-ouest. On a une crise à l'extrême nord. On a une crise... à l'est du pays, dans la Damawa, la guerre qu'on a, et puis vous arrêtez des gens qui sont en train de marcher, qui ne fait pas foule, ça veut dire que vous-même vous avez peur, donc vous ne devez pas avoir peur comme ça. Donc il y a un problème, ça veut dire que quelque part, peut-être il a une force que moi quand j'observe, je ne vois pas, peut-être il est fait vraiment peur quelque part. Alors en Algérie, Bouteflika a acheté l'éponge. Ça vous inspire quelque chose? Oui, ce que ça m'inspire est premièrement l'armée algérienne, qui est une armée de lutte parce que c'est le général de l'armée, le chef d'état-major, qui a poussé Bouteflika vers la porte. Mais ce n'est pas la première fois. Mais on peut penser à une récupération, non? Je veux dire que le peuple est sorti massivement. Là, on peut parler d'une mobilisation réelle qui a demandé le départ de tout le système. Le système, oui. Bouteflika a essayé de tenir. Il a fini par partir, mais le mécanisme reste en place. Le mécanisme reste... C'est vrai également que la pression n'est pas partie. Oui, la pression n'est pas partie, mais le problème est que la différence est que l'armée algérienne, c'est une armée de libération. Et que ce n'est pas la première fois. Même d'abord, Abdelaziz Bouteflika n'a jamais été le chouchou de l'armée, parce qu'en 1979, on l'a empêché de prendre le pouvoir, on a préféré à Châteli, et après Lamine Zeroual, et puis c'est enfin qu'on a accepté qu'il vienne. Il avait déjà fait 20 ans au pouvoir, il fallait à un certain moment qu'il parte, et l'armée algérienne a un rôle de garant de l'unité et de la stabilité algérienne, parce que ce que l'armée algérienne ne veut pas, c'est le cas
de 91-92, vous aviez le Front islamique de salut avec Ali Belhadj et Abbassi Madani, dont ils ne veulent pas ce genre de scénario. Mais ce que je constate avec, par exemple, la manifestation algérienne, peut-être orchestrée derrière par l'armée, est que c'était vraiment populaire et que il n'appelait pas à un messie imaginaire et que les politiques professionnelles n'étaient pas là-bas. Donc, c'est quelque chose qu'on a salué. Ah oui, messie imaginaire, vous pensez à quoi? Donc, vous savez, souvent dans d'autres manifestations, on commence à faire invoquer des gens en croyant que s'ils viennent, ils peuvent changer. Mais ce qu'ils voudraient, c'est changer tout un système. Mais ce n'est pas une spécificité seulement algérienne. Tous les armées africaines qui ont participé à la libération de leur pays, je parle par exemple de l'armée angolaise, le MPLA, ou le Frélimo, ou le ZANU-PF au Zimbabwe ou l'ANC, ils ont une armée qui est au service de la population, pour la nation, et c'est quelque chose à apprécier. Mais moi, je voudrais que l'Algérie, qui est un grand pays africain, devienne un pays démocratique, libéral, pour que tous les Algériens puissent profiter. Donc, c'est une inspiration. Mais est-ce que ça peut arriver, par exemple, dans d'autres pays, par exemple ceux qu'on a? Ça, j'en doute, parce qu'ils n'ont pas ce n'est pas la même histoire. Vous doutez de quoi? De la forte mobilisation ou de la réaction de l'armée? Non, je dis de la réaction de l'armée. Parce que l'armée, par exemple, dans notre pays, n'a pas la même histoire, comme par exemple, si vous avez une armée angolaise qui a fait ses preuves, par exemple, en 78, pendant la bataille de Quito Carnaval, ou l'armée algérienne, en l'occurrence, qui s'est battue contre l'armée française, ou le ZANU-PF contre Ian Douglas Smith de la Rhodésie. Donc, c'est une armée du peuple qui connaît qu'à un moment, quand l'avenir de la nation est en danger, l'armée prend ses responsabilités. Donc, c'est comme une armée, même en Turquie, ça se fait, ou même ici chez nous, à côté au Nigeria, on a fait déjà d'armée. Mais bon. Un mot sur la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Bon, c'est une bonne chose. Je vous vois sourire. C'est une bonne chose parce que, bon, Madame Bensouda n'a pas fait son travail comme il se doit, mais c'est aussi montrer que la Cour pénale internationale est juste. Parce que, comme il n'y a pas eu des preuves de toutes les accusations contre Gbagbo, on lui est libéré. Parce que la Cour pénale internationale existe tout simplement parce que nos juridictions dans nos pays ne sont pas suffisamment indépendants et solides. Vous dites qu'elle n'est pas juste? Gbagbo essaie de libérer, mais il est toujours en résidence. Je veux dire que... Non, je n'ai pas. Elle est juste. Je n'ai pas dit... Oui, oui. Vous dites que la Cour est juste. Oui. Elle est juste et indépendante et libre. Gbagbo est libéré, mais il est toujours en résidence surveillée. Oui, parce que le problème est que si Gbagbo, selon ce que j'ai suivi, que s'il rentre en Côte d'Ivoire, ça peut être un facteur de... La Cour ne fait plus preuve de justice. On a l'impression qu'elle rentre justement dans le dessein politique à ce moment-là. Non, la réalité est que, si vous regardez, M. Ouattara, il y a des erreurs qu'il a fait dans la réconciliation nationale, mais sur le plan économique, il a réussi. Ils ont une croissance à double chiffre. Et puis, c'est quelqu'un... dit que Gbagbo pourrait faire pareil. Gbagbo peut. Il faut être objectif. Donc, Gbagbo, en fait, la question est que autour de la Cour. Je veux dire que... Non, la Cour a été juste. Tout simplement parce que les accusations contre Laurent Koudou Gbagbo n'étaient pas solides. En cas de doute, la raison est... Comment vous voyez, par exemple, les élections en 2022 qui sont annoncées? Déjà, Ouattara, au départ, disait qu'il ne viendrait pas. Maintenant, c'est plus s'il joue de deux pieds, s'il viendra, même si les signes montrent qu'il ne va pas lâcher du lest. En face, 2020, c'est dans un peu plus de... Nous sommes en avril, dans 6, 7, 8 mois. Oui, ça c'est... Rien ne dit que Gbagbo va être exclu du jeu. Comment vous voyez la Côte d'Ivoire d'ici l'année prochaine? Je vais être optimiste et dire que la sagesse va primer sur les rancœurs, donc il faut pardonner. C'est important. Pour M. Ouattara, ça serait une immense déception si M. Ouattara
agit comme les autres chefs d'État africains là qui n'ont pas de respect pour leurs paroles qu'ils donnent. Et puis ça peut être facteur d'instabilité s'il se représente. Et si Gbagbo participe, Gbagbo va montrer il faut qu'il montre une certaine hauteur d'esprit. Il ne faut pas la vengeance. Il faut agir comme Nelson Mandela. Vous savez, ce qui est important est que si vous faites du mal à quelqu'un, il faut savoir pardonner. Donc pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas très optimiste, en particulier si M. Ouattara se représente. Mais s'il ne se représente pas, ça serait quand même bien que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Contrairement à la peur que les gens ont, je pense que M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est pour la paix. La preuve en est que c'est lui qui a permis que Ouattara participe aux élections malgré que la loi ne le permettait pas. Donc, ça montre que c'est quelqu'un qui aime la discussion. Vous n'êtes peut-être pas un spécialiste, un chroniqueur de questions de sport, mais vous êtes journaliste qui suivez l'actualité de près. Je vais vous prendre un mot sur la plainte du Comore au tribunal arbitral du sport concernant sa non-qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que le Comores, je ne sais pas, ils n'ont pas été capables de battre le Cameroun. Il faut qu'ils restent tranquilles. Je pense que avec tout le respect que j'ai pour le Comorien, c'est un peu se déranger. Le Cameroun, je crois Ahmad l'a dit, le Cameroun va participer et ils n'ont pas été capables de gagner sur le terrain. Est-ce qu'ils veulent avoir une humiliation quand ils vont aller en Égypte? Non, ils n'ont pas gagné un point, un trait. Elie Smith, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Dipita, de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur votre plateau. L'opportunité, je veux dire, était évidemment nécessaire compte tenu de l'actualité autour notamment de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise sécuritaire. Madame, Monsieur, merci. On en était à discuter de ces questions-là avec Elie Smith. Vous le savez, il est journaliste et désormais porte-parole de la All Anglophone General Conference. Bonsoir et à jeudi prochain avec un autre invité de qualité.